Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On continue la formation sur le Geometry Node. La première vidéo, on avait vu les bases des bases. La seconde, c'était toujours des bases. Et là, on améliore un petit peu, on augmente en termes de difficulté. On va obtenir quelque chose qui est assez sympa parce que ça ouvre pas mal de possibilités en termes de réalisation pour faire des choses abstraites. C'est ce que vous avez sous les yeux. Donc, basé sur la proximité de différents objets, on va faire des translations, des changements d'échelle, des changements de rotation. On peut faire ce qu'on veut en fait, bouger les attributs en fonction de la proximité de différents objets. On pourrait l'utiliser pour construire, vous voyez, petit à petit un objet, pour détruire également petit à petit un objet, pour construire une ville, pour faire différentes choses. Voilà, c'est dynamique, c'est basé sur un effector et sur une grille qui est générée procéduralement par Blender. Et voilà, en changeant l'effector, on peut changer plein de petites choses. On va faire tout ça en temps réel. Donc vous voyez, à chaque fois, les cubes, ils disparaissent pas. Ils vont juste changer d'échelle et changer de position. C'est pour ça qu'on pourrait même faire un téléporteur de jeux vidéo. Plein de choses. On va faire tout ça aujourd'hui. Le système nodal, c'est celui-ci. Il n'est pas très compliqué, il est complexe parce qu'il y a plein de petites choses à connaître et à mettre bout à bout pour faire le résultat que vous avez sous les yeux. Le Geometry Proximity, par exemple, qui est le node central qu'on va avoir aujourd'hui, donc qui est très intéressant. Comme le nom l'indique, qui permet d'avoir la proximité entre des géométries. Et voilà. On va faire tout ça aujourd'hui. On repart de zéro. J'affiche les raccourcis clavier. Tac, je décale un petit peu. Non, ça touche la bordure. Et on est parti. Alors, on va cliquer en haut sur Geometry Node. Ça permet d'avoir le layout de base proposé par Blender qui est très bien. Je vais juste faire une petite modification. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ma caméra en bas à gauche qui va potentiellement cacher des infos. Donc, en bas à gauche, je vais mettre le Property parce qu'on ne va pas l'utiliser au début. Et du coup, celui de droite, je vais tout simplement, hop là, le fusionner. En haut à gauche, on a le spreadsheet. On ne va pas l'utiliser au début. On l'utilisera dans la vidéo parce que c'est très intéressant et très important pour visualiser des choses. Et donc là, on est bon. Au passage, pourquoi je garde mon visage en bas à gauche? Parce que beaucoup m'ont fait la réflexion. Ça sert à rien. C'est tout à fait d'accord, ça sert à rien. Sauf à une chose, c'est rajouter du copyright. Sinon, il y a des personnes qui s'amusent à télécharger les vidéos, à redoubler ou non par-dessus. Mais ils enlèvent juste mon visage. Ils uploadent sur leur chaîne YouTube ou ils vendent des vidéos, encore pire. Donc voilà. J'en avais déjà parlé, mais il n'y a pas meilleur copyright en fait que mon visage, sinon il faudrait que la personne s'amuse à détourer tout ça, à régénérer ce qu'il y a derrière ou à mettre un carré noir en bas à gauche. C'est pas top pour lui, donc merci à ceux qui font ça, bien évidemment. Et je ferme la parenthèse, on va commencer le Geometry Node tout de suite. Je vais créer un nouveau système de Geometry Node sur mon cube. Je vais faire une pratique un petit peu particulière, je vais passer en mode édition, et je vais supprimer tous les vertices pour avoir un objet vide. Là vous vous dites, ok, mais pourquoi on ne crée pas un empty? Parce que si je crée un objet de type empty, vous allez voir que Blender, il m'empêche de créer un geometry node parce que vu que le geometry node permet de générer un modifier, ben, les empty ne possèdent pas de stack de modifiers comme les meshes, donc je ne peux pas travailler sur un empty. Donc je vais sélectionner mon cube. D'abord, je vais l'appeler, donc faire un petit rename. Je vais appeler système geo, comme ça c'est mon système geometry node. Je vais faire new. Et là, du coup, un groupe input de ma géométrie est totalement vide. Donc elle est totalement vide, mais je vais m'occuper de créer une grille. Donc je fais Shift A. Si je sais où se trouve la grille, je peux y aller directement. Donc c'est dans Mesh Primitive, Grid. Sinon, je peux la rechercher. Je vais relier mon mesh à ma géométrie et en temps réel, du coup, je vais voir ma grille. Si je passe en View Wireframe, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les paramétrages. On a la largeur, un X, un Y, un par un. Et le nombre de subdivisions, on a 3 et 3. Donc ce n'est pas tout à fait le nombre de subdivisions, c'est le nombre de vertices qui va constituer le X et le Y de mon objet. Pourquoi j'ai 3 alors que j'ai qu'une coupe? Parce qu'il considère que les corners, c'est un vertex. Donc 1, 2, 3. On va pas trop la découpe du milieu parce qu'il y avait l'axe dessus. J'ai bien 3 vertices. Donc moi, ça m'intéresse pas trop. Je veux quelque chose de beaucoup plus grand avec plus de subdivisions. Je vais faire 20 mètres par 20 mètres, par exemple, et 50 en X et 50 en Y. Et là, j'ai quelque chose qui est assez intéressant. J'ai une grille un petit peu plus dense sur laquelle je vais pouvoir projeter des points. Je ne veux pas que ces points soient projetés de manière aléatoire, donc ce ne sera pas de la distribution aléatoire sur les faces, mais je veux convertir ce mesh en point. Alors si je ne sais pas où est présent le node que je cherche, je me souviens que dans le nom de l'objet, il y a point, donc je vais taper point et j'ai le mesh to point. Je peux les sélectionner, cliquer au milieu du tracé et automatiquement, il va me le relier. Je vais un petit peu vite parce que ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois déjà dans la vidéo. Une fois que j'ai ceci, j'ai bien des points qui sont projetés, je vais vouloir créer des instances sur les points. Donc, c'est un instances point
Et vous allez voir qu'il m'en propose deux. J'ai le instances to point, celui-là, parce que là, ce serait convertir les instances en points. Moi, je veux des instances sur les points que j'ai déjà générés. Ça tombe très bien. Je le mets ici. Il va trouver automatiquement quel nœud relier en fonction du typage de l'objet. Et là, on est tout bon. Par contre, ça m'a supprimé tout ce que j'avais dans ma vue 3D. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi ça m'a tout supprimé? Parce que il attend une information primordiale, c'est cette instance en entrée, qui n'est pas présente. Donc, on essaie de faire un système entièrement procédural. Donc, je fais un Shift A. Je ne vais pas créer un objet de ma vue 3D. Mesh primitive, cube. Et je vais relier mon mesh à mon instance. Et là, on est pas mal. On fait un truc un petit peu fouillis avec des superpositions d'objets parce que mon échelle est beaucoup trop grande. Deux possibilités. Soit on fait quelque chose de dynamique, soit on le modifie à la main. À la main, je laisse enfoncer mon clic, je sélectionne ça, les trois champs, je fais 0,2 par exemple, et ça me change, ça me met 0,2 partout. Par contre, moi, j'aimerais bien avoir une value qui va venir changer cette valeur-là quand je le souhaite en temps réel. Donc je relie cette valeur à la size. Ça va overrider à la fois le X, le Y et le Z. Là, je peux mettre 0,2. Et donc, on est pas mal. Nombre de vertices X, Y, Z, j'y touche pas. 2, c'est le minimum. C'est ce qu'il nous faut. Donc là, vous voyez, en temps réel, je peux changer cette échelle-là. C'est toujours plus intéressant. Moi, j'aime bien que ce soit assez cadré. Donc là, j'ai une valeur pour changer tout ça. Et là, on est pas mal. On n'a plus qu'à faire la proximité de mes objets. Et là, c'est la partie la plus complexe. Alors, comment je fais? J'ai d'abord besoin d'un objet qu'on appelle souvent dans les logiciels de 3D un effector. Donc, c'est lui qui va avoir un effet sur des propriétés. Donc, en l'occurrence, moi, ça va être une UV Sphere. Une UV Sphere, déjà, ce qui m'embête, je viens de la créer. Blender, il m'a enlevé mon Geometry Node. Pas pratique. Pourquoi? Parce qu'il va afficher le Geometry Node courant de l'objet sélectionné. Ça, c'est le comportement par défaut. Je peux le changer. Si je resélectionne ma grid, je peux cliquer ici sur le pinned, donc épinglé en français. Et là, ça va dire à Blender, peu importe l'objet sélectionné, tu m'affiches toujours ce Geometry Node. Donc si je sélectionne ma caméra, ma lampe ou ma UV Sphere, il ne va pas changer ce qui est en bas. Donc ça, c'est très bien. Je vais juste, hop là, réafficher un property et je vais changer le type d'affichage dans la vue 3D de ma sphère. Je vais cliquer ici sur l'Object Properties, je vais aller sur le Viewport Display, je vais faire un Display as Bound, comme ça il affiche uniquement le contour, et pour que ce soit plus précis, dans le Bound, je vais mettre du Sphere et je vais cliquer sur Bound. Voilà, donc pas de texture, rien, je veux uniquement les bounds de mon objet, les contours. Et là, du coup, j'ai bien ma sphère que je vais pouvoir manipuler, mais visuellement, dans ma vue 3D, ça ne va pas trop obstruer avec quelque chose d'opaque. Et là, on est pas mal. Et je vais maintenant utiliser cet objet-là pour la proximité. Alors, comment ça marche? On a un node qui s'appelle Geometry Proximity, qui a deux entrées. On a la target, donc là, c'est l'objet sur lequel je vais dire calcule la proximité. On a le source position, ça, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Et on a le faces qui est intéressant, j'expliquerai par la suite. Et on a également ces deux paramétrages qui sont intéressants, où on va utiliser la distance. Donc la target, c'est l'objet sur lequel on va calculer la proximité par rapport à l'objet qu'on va indiquer. Donc là, en l'occurrence, ce sera la grille et les points générés. Et la distance, c'est la valeur, donc les résultats du calcul proposé par Blender. Donc moi, je veux sélectionner cette sphère-là. Si je cherche un image primitive, il me demande de recréer une sphère, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux récupérer cet objet. Donc c'est un object info. L'object info permet de récupérer n'importe quel objet dans ma vue 3D pour récupérer différents paramétrages, différents attributs, différentes propriétés de celui-ci, pardon, la position, la rotation, l'échelle, la géométrie. Ça m'intéresse. Donc ici, je vais sélectionner mon sphère, que je vais renommer d'ailleurs. Je vais l'appeler Effector. Comme ça, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Je prends mon Effector, juste là, tac, et maintenant j'ai ma sphère qui est sélectionnée. Je fais un CTRL S. Un CTRL S, et je vais l'appeler tuto. Parce que des fois, Geometry Node a des fâcheuses tendances à planter, ça évite de tout recommencer. Et je vais relier ma géométrie à ma target. Et là, déjà, ça qu'on le sache, pardon, Blender, si je relie cette distance, il va faire un calcul. Comment je fais si je veux afficher mon calcul en temps réel dans ma vue 3D? Shift A, je vais rajouter un node de type Viewer. Et ce node de type Viewer, ça va permettre de débugger des informations. Donc je vais lui dire, tu me calcules la distance, juste ici, et basé sur les points. Donc je prends mes points, je mets ma géométrie. Et si je clique sur Viewer, tac, il s'affiche j'ai ceci. Dans ma vue 3D, j'ai mes points qui sont noirs et blancs avec des différences de variation. Vous voyez, la plupart sont blancs, et là j'ai quelque chose avec du gris foncé. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il m'affiche déjà ce paramétrage-là, cette distance.
Alors pourquoi quand c'est proche, on est sur du noir et là, on est sur du blanc? Parce que si j'ai deux objets très très proches, donc quand je dis deux objets, c'est on parle de ceci en fait, on peut définir soit une proximité de point, d'edge ou de face, ça va pas changer grand-chose en l'occurrence, mais en gros, il va comparer la distance entre une face et le point que j'ai ici. S'il est très proche, je vais avoir une valeur faible, et du coup, qui dit valeur faible dit une couleur visuellement qui va se rapprocher de 0. Et si j'ai une valeur très éloignée, on est sur une valeur qui va se rapprocher du blanc. C'est pour ça que si j'éloigne mon objet en Z, alors là, ça devrait passer au blanc. Pourquoi ça marche pas? Il faudrait que j'applique la nouvelle position de mon objet. Pourquoi? Parce que par défaut, il n'est pas dynamique. Il est basé sur l'origine de mon objet. Ok? J'ai oublié de le changer, mais c'est très bien parce que c'est le comportement par défaut. Donc si je l'avais fait intuitivement, j'aurais peut-être oublié de vous l'expliquer. Par défaut, le object info, il est basé sur le original. Si je clique sur le relative, là, on est sur les propriétés location, rotation, échelle relative de mon objet. Et du coup, là, si je déplace mon objet, vous voyez que j'ai bien des changements. Je pensais que la note marchait plus, là, c'est la catastrophe. Vous voyez, si je suis loin, tout est blanc en bas. Si je rapproche mon objet, petit à petit, on va avoir des choses, vous voyez, qui s'assombrissent jusqu'à être totalement noir si j'ai une superposition parfaite et exacte de mes faces. Et si je me mets ici, vous voyez que par exemple, là, pareil, on va avoir des faces qui sont très proches. Qui dit très proche dit distance faible de 0 et donc une valeur visuellement proche du noir. Si vous voulez avoir une valeur numérique, on peut afficher le fameux spreadsheet et lui, si je clique sur mon node viewer, il va automatiquement switcher ici en viewer node. On a plein de zéros partout, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le point. Pourquoi on est sur du point? Parce que je lui donnais en entrée de géométrie un mesh to point. Donc là, j'ai bien une sortie de point, de points. Donc si je vais sur point, là, on a les informations propriétés de mon point. Et le node viewer, il est juste ici. Vous voyez que si je bouge ma sphère, ça va changer les différentes valeurs. Pourquoi? Parce que lui, il va calculer du coup en temps réel tous ces paramétrages-là. Et en fait, si je vais ici, par exemple, là, je dois avoir des points dans le viewer proche de 0. Mais vu que lui les instancie en portant d'en haut à gauche, si je prends ma sphère et que je vais là, vous voyez que par exemple, là je vais avoir une valeur très très faible juste là. Et si j'arrive à avoir une valeur noire juste là, vous voyez qu'on est très proche de 0. Donc là, on a bien une génération en temps réel de distance par rapport au point basé sur cet objet-là. Donc là, le tour est joué. Donc on va enlever, hop là, le spreadsheet, on ne va plus l'utiliser. Notre viewer non plus, parce que je pense que vous avez compris là le principe. On va générer une valeur à chaque fois sur la proximité. Alors d'ailleurs, pourquoi on utilise le spreadsheet et pourquoi on n'utilise pas le survol au curseur? Là, vous voyez, si je survole au curseur la sortie, il m'indique ce qui sort. J'ai bien un mesh avec 8 vertices, 12 edges, 6 faces. Mais là, la distance, il pourrait me l'afficher également. C'est pas si simple. En fait, il pourrait me l'afficher, mais sous forme de tableau, parce que j'ai une valeur différente sur chaque point. Donc ce serait énorme en termes d'affichage de mettre ça directement dans la géométrie node. Donc on est obligé de passer par un spreadsheet, parce que j'ai bien une valeur qui va être affichée sur le tableau. Sur chaque index de mes points, j'ai une valeur associée. Donc il va me dire, le point numéro 1, j'ai une distance de 0,8. Point numéro 2, j'ai une distance de 1,2. Point numéro 3, j'ai une distance de 6, etc. etc. Donc je ne peux pas l'afficher en temps réel au survol. Ici, je suis obligé d'avoir un tableau pour faire coïncider mon attribut avec l'index de mon point. Une fois que j'ai ceci, ben là, pas très difficile. Le plus gros effet. Si vous avez compris ça, vous avez compris 80% de la vidéo. Si je veux changer la rotation ou l'échelle en fonction de la proximité, ben je vais récupérer la note distance. Si je mets sur la rotation, vous verrez ce qui se passe. En fonction des déplacements, je vais avoir une rotation qui s'effectue. Donc si je suis éloigné, rotation d'une certaine valeur, et quand je vais m'approcher, à chaque fois, il va injecter la valeur que j'ai ici sur la rotation. Et par défaut, il va le faire sur la rotation X, Y et Z. Donc ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, j'aimerais avoir uniquement une rotation en Z de mes particules. Je veux pas qu'un bouge en Y et un X. Alors, on a plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le node combine X, Y, Z, relier sur la rotation, et prendre uniquement ma distance et la mettre sur le Z. Et là, vous allez voir que je vais avoir uniquement de rotation du coup en Z, peu importe où se situe mon objet. On ne va pas avoir de rotation en X ou en Y. Et l'origine, le centre, le déclenchement de ma rotation, vous voyez que c'est bien mon objet. On a des sortes de cercles qui se créent par effet d'optique autour de mes instances. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Petite information également, si vous voulez être très précis et travailler soit en radians, soit en degrés, avec la note math, vous pouvez venir convertir des valeurs en 2 radians ou 2 degrees. C'est assez intéressant.
Souvent, on travaille en degrés, sauf que lui, il interprétera en radian, donc on est obligé de faire des conversions. Donc là, on ne va pas trop s'en préoccuper aujourd'hui. Pareil pour l'échelle. Imaginons que je veuille faire un changement d'échelle uniquement en Z, combine X, Y, Z. Je prends mon scale, je le relie ici, et je prends ma distance et je le mets sur le Z. Petit défaut. Par défaut, mon combine, c'est du 0, 0, 0. Mes rotations, par défaut, c'était du 0, 0, 0. Donc pas de souci, on a overridé avec du 0. Pas de changement. Par contre, mon échelle, par défaut, vous voyez, c'était du 1, 1, 1. Donc si je relie là, il va tout me mettre à 0 et me mettre un aléatoire sur mon Z, mais on ne le voit pas vu que le reste est à 0. Mais il me suffit de mettre du 1 et du 1 sur le X et le Y, et j'ai bien quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, du coup, je vais bien avoir des changements en temps réel d'échelle autour de mon objet. Je peux agrandir un petit peu ma sphère qui influence mon objet, et voilà ce que j'ai. Donc là déjà, CTRL S, on a quelque chose de dynamique qui va changer la rotation de mes objets. Mes objets, pardon, c'est compliqué. Hein, j'ai mal à la gorge et tout, ça fait 4 fois que j'enregistre la vidéo, j'arrive plus à parler. Ma rotation de mes objets en Z, l'échelle de mes objets en Z, basée sur la distance de manière dynamique. Dynamique pourquoi? Parce qu'on a ici coché le relatif. J'insiste, parce que peut-être qu'il y en a qui vont être bloqués, ils vont dire oui, je bouge, ça ne change pas. Cocher le relatif pour être relatif à l'objet et être dynamique en termes de modification. Ce qui est intéressant également, c'est l'utilisation de Node Map Range qui va me permettre de redéfinir les paramètres sortis du distance. Là, j'ai une valeur qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. De 0 à plus l'infini. Moins l'infini ne peut pas exister vu que la distance minimale, ça peut être 0, mais ça peut être moins. Et si je vais ici, que je mets un map range, là, il va m'indiquer que je peux redéfinir des propriétés. Donc c'est le même map range que dans le shader editor, donc on l'a déjà vu. Donc en gros, je peux prendre le minimum, le maximum, le bouger, définir une valeur min, définir une valeur max, changer un petit peu tous ces paramétrages-là. Je vais décocher le clamping, sinon on va être bridé entre le toMin et toMax. Vous voyez, si je survole clamp, il me dit clamp the result to the target range. La target, donc, étant toMin, toMax, donc c'est les valeurs que j'ai juste ici. Donc si je décoche ça, je vais pouvoir changer ce que je souhaite dans mes paramétrages. Et par exemple le toMin, je vais pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose qui augmente beaucoup plus sur la largeur, alors que par défaut, ce n'était pas possible parce que j'étais bridé. Et si je suis bridé, vous voyez, ça va changer uniquement au centre, mais pas au reste. Donc là, je débride cette valeur-là, ça va changer également le centre, et vous voyez que je peux changer plein de valeurs. Bon, là, je passe assez vite, hein, parce que tout ceci, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le shader editor, et il faut un petit peu fouiller, donc il n'y a pas de science exacte, hein, si vous voulez. Il vous faut, en fonction du résultat que vous souhaitez, changer les paramétrages jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Mais bien comprendre l'utilisation du MapRange, je vous conseille de vous référer aux vidéos que j'ai fait sur le shader editor, où j'affiche en noir et blanc sur une map, je vous montre ce que fait le MapRange, là c'est exactement la même chose. Maintenant, moi j'aimerais bien déplacer mes instances en hauteur, comme on avait vu tout à l'heure, en fonction de la proximité. Là, je peux changer, vous voyez, la rotation, l'échelle. Je n'ai pas de translation, je n'ai pas de position. Donc, je vais tout simplement rechercher la note qui s'appelle Translate Instances. Et là, pareil, le tour est joué. Je prends ma distance, je le mets sur ma translation, et ça me fait un truc un petit peu bizarre par défaut, vous allez voir. J'ai mis où je l'ai mis sur la sélection, c'est pas bon. Ça me fait PAM! Un truc courbé et tout, là. Assez bizarre. Assez bizarre, mais en soi, pourquoi pas? Vous voyez, on pourrait obtenir un effet sympa également comme ça. On peut décocher déjà le local space, sinon ça va me faire n'importe quoi. On est sur du local, ça va me faire du X, du Y. C'est pas bon. Je décoche le local space. Est-ce qu'il y a une description précise? Non, il n'y a pas de description précise. Mais en gros, c'est est-ce que je travaille sur du local de l'objet, des instances, ou est-ce que, et vu qu'on a fait des rotations en amont, tout qui va être bougé dans tous les sens, ou est-ce que je travaille sur le world? Moi là, je vais travailler sur le world. Si j'avais pas fait de rotation, je pense que ça aurait pas fait, vous voyez, ça aurait fait beaucoup moins de bouleversements, mais là, vu qu'on a fait des rotations, on est obligé de décocher le local space. Et là, pourquoi j'ai des changements en X, Y et Z? Parce que j'ai relié directement à la translation. Donc pareil, je vais utiliser un combine X, Y, Z qui permet en fait, on l'appelle combine parce que ça combine trois informations, mais ça permet de séparer, grosso modo, les informations X, Y, Z pour prendre la distance et le mettre sur le Z, par exemple, comme ceci. Et là déjà, vous voyez que si je déplace mon objet, j'ai bien des translations au milieu qui vont s'effectuer, parce qu'elles ne sont plus sur le sol, j'ai bien des translations qui vont s'effectuer en hauteur. Et là, c'est comme tout à l'heure en fait. On va utiliser exactement le même principe avec un MapRange. Et le MapRange va me permettre de déplacer mes particules en les poussant aux extrémités, en dépassant ces extrémités qui étaient bridées par défaut. Donc si on veut
enlever ce bridage qui est présent par défaut dans Blender. Là, vous voyez, je ne peux pas aller plus haut que certaines valeurs en prenant le min et le max, sauf si je touche à ces valeurs-là. Mais je pourrais, pardon, décocher le clamping. Et là, je ne serai plus du tout bridé sur les valeurs min et max. Alors, on aurait un résultat différent de ce que j'ai montré en début de vidéo. Donc, pourquoi pas? Pourquoi je n'arrive pas à déplacer mon objet? Parce que je ne l'ai pas sélectionné, tout simplement. On aurait un résultat différent, mais ça fonctionnerait. Moi, ce qui va m'intéresser, du coup, c'est que je vais activer le clamping pour vraiment essayer d'avoir le résultat que je vous ai montré en début de vidéo. Et en activant le clamping, vous voyez que je peux déjà définir le min avec une valeur un petit peu faible. On va mettre du 0,6 par exemple. Du 0,7. J'avais mis 0,7 sur exemple. Et vous voyez que j'ai bien des objets qui vont se déplacer tac, 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 uniquement quand ils sont à proximité. Alors pourquoi d'ailleurs on a une proximité qui est différente sur le cercle et à l'intérieur de ma sphère on n'a pas de proximité? Parce que là j'ai une proximité par rapport aux faces et du coup le centre de ma sphère il n'est pas rempli. Si je fais un rescale de ma sphère comme ceci pour avoir quelque chose d'à peu près plat, là toutes mes faces vont être très proches et du coup j'aurai un comportement différent. Vous voyez la différence? Là j'ai un volume et du coup le calcul entre le centre et l'extérieur de ma sphère, c'est pas le même que si je rapproche les faces comme ceci. Donc c'est pour ça, là on est sur quelque chose de volumique en termes de comparaison de proximité. Je pourrais utiliser un autre node qui s'appelle le raycast qui permet vraiment de projeter sur un objet. Mais là, j'ai fait le choix du coup d'avoir une dynamique de ma sphère pour avoir ceci. Et je vais pouvoir augmenter considérablement le to-min pour changer en fait les valeurs qu'il y avait tout en bas et les mettre soit en haut soit en bas en fonction du type de rendu que vous voulez. Si je veux avoir quelque chose de différent, oui, je pourrais faire que mes particules elles arrivent du bas pour construire mon objet. Je pourrais les voir visuellement qui arrivent du bas pour venir se positionner correctement lorsqu'elles sortent de la range. Si je veux suivre la vidéo, moi j'avais mis qu'elles arrivaient d'en haut. Voilà. Donc là c'est vraiment comme vous souhaitez. Je peux faire un changement en temps réel de mes particules avec un positionnement différent, donc avec une petite animation, un petit son, une construction d'un objet ou autre, ça pourrait être assez intéressant. Comme je vous ai dit, je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus plat pour éviter d'avoir un changement au milieu de mon objet et avoir à nouveau une remontée. Donc voilà, là c'est pareil, plein de paramétrages. On peut faire vraiment ce que vous voulez, vous voyez que c'est dynamique, ça s'ajuste en temps réel. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec Geometry Node, c'est qu'on n'est vraiment pas bridé par l'outil. C'est notre imagination là qui doit prendre le dessus. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec le système nodal. Donc proposé par Blender ou par d'autres logiciels comme Houdini ou autre, qui est très connu également dans l'industrie. Et ça permet de faire énormément de choses en temps réel, d'ajuster tout ça. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir le traitement d'un nœud. On peut toujours l'afficher avec un autre viewer pour voir la sortie. Le spreadsheet également, si je veux des valeurs numériques. C'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, vous donnent le résultat que vous avez sous les yeux. Si vous avez oublié des choses dans la vidéo ou autre, vous pouvez prendre un screenshot ou regarder maintenant. Sinon, encore plus simple, je mettrai directement le fichier à disposition sur mon Discord, totalement gratuit, présent dans la description. Et c'est dans la catégorie ressources gratuites. Donc je uploaderai le fichier, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc ce sera ce fichier-là, le fichier que je vous ai montré au début. C'est globalement la même chose, avec peut-être des paramétrages différents, mais grosso modo c'est le même truc. Ok? Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on a avancé un petit peu dans le système de Geometry Node. Je pense que la prochaine fois, avec tout ce qu'on a fait, on fera notre propre système de scattering pour projeter des objets sur des surfaces, pour faire des zones d'exclusion, pour peindre pourquoi pas des différentes choses. Également une idée de vidéo que j'ai eue en live, j'ai mis ça sur Twitter, on fera un petit peu plus tard, en 2 vidéos je pense, un système procédural de neige où on fera d'abord un shader procédural de neige et ensuite on fera un tracé dynamique avec le Geometry Node pour faire des traces de pas dans la neige. Donc l'utilisateur pourra tracer l'endroit où va marcher des personnages et automatiquement, dans la neige, ça viendra faire des creux pour venir générer des traces de pas. Donc on peut faire plein de choses avec le Geometry Node. Pas de limitation. Donc je ne sais pas du tout combien de temps va durer la formation. On va essayer de faire plein de petits exemples pratiques comme on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao. Et je précise aussi, je réponds pas à tous les commentaires parce que j'ai pas le temps, mais je les lis tous. Donc merci pour vos retours positifs sur les dernières vidéos. Je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Ciao, à la prochaine.